Bonsoir la nation. Ce soir, un chiffre a franchi un seuil que personne ne voulait voir. Plus de 500 morts d'Ebola dans l'est de notre pays. Et derrière ce nombre, des familles de l'Ituri et du Nord Kivu qui enterrent sans traitement homologué, sans vaccin, avec des centres arrivés à saturation. Nous ouvrons là-dessus, parce que c'est là que la nation saigne le plus discrètement. À vous qui nous suivez ce soir depuis Bruxelles, depuis Toronto, depuis Johannesburg, votre présence n'est pas un décor. Vous êtes ceux qui regardent le pays d'un peu plus loin et parfois d'un peu plus clair. Ce soir, je pense particulièrement à Christophe Yala et à Félicia Sompoué, qui suivent ce journal et le portent avec nous. Ce journal est le vôtre autant que ceux de Kinshasa, Bunia et Goma. Ce soir, une seule tension traverse toute l'édition. 1 an après l'accord de Washington, qui décide vraiment de la paix chez nous? Un chercheur américain dit qu'il faut renoncer à la défaite militaire du Rwanda et négocier. Nous, ici, nous posons la question autrement, avec les mots crus que le terrain impose. Vous entendrez d'abord ce que valent vraiment les investisseurs américains face à un secteur minier tenu par Pékin, et pourquoi la question du retrait rwandais divise jusqu'aux experts. Vous entendrez ensuite comment un mouvement armé s'installe, brique par brique, sur des terres qu'il occupe. Alors une question, pour commencer. Quand ceux qui nous vendent la paix sont aussi ceux qui arment celui qui nous fait la guerre, à qui revient-il de trancher notre sort? Solange va nous conduire au cœur de cette contradiction. Il y a 1 an, presque jour pour jour, la RDC et le Rwanda signaient à Washington un accord censé refermer 30 ans de guerre. 12 mois plus tard, 2 chercheurs américains dressent un bilan et l'un d'eux écarte l'idée que le Rwanda puisse être un jour militairement défait. Ce soir, nous n'allons pas répéter cette analyse. Nous allons la regarder en face et dire, nous, ce que la nation pense. Solange, ce dossier engage notre lecture souveraine. Je te le confie. Merci Imelda et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, ici et sur les 5 continents. Lundi 6 juillet, dans un espace en ligne animé par le journaliste Stanis Boujakera, les chercheurs Jason Stearns et Joshua Walker sont revenus sur leur publication consacrée à l'accord de Washington, signé le 27 juin de l'an dernier. 1 an après, disent-ils, le processus est en impasse. Sur le terrain économique, leur conclusion est nette. L'arrivée d'investisseurs américains dans les mines congolaises ne renverse pas la domination chinoise sur le cuivre et le cobalt. Selon Jason Stearns, même si tous les projets annoncés voyaient le jour, la reprise de Chemaf par Virtus, l'intérêt de Cobalt Metals pour le lithium, une entrée américaine dans les actifs de Glencore, cela ne changerait pas le sens des chaînes d'approvisionnement. Contrôler une mine, affirme-t-il, ce n'est pas contrôler la filière. Le raffinage, la transformation, le transport, la commercialisation restent organisés autour de Pékin. Sur ce point précis, nous ne le contredisons pas. La nation le sait déjà. Nous l'avons dit ici même. Une puissance qui défend nos minerais à la tribune défend d'abord son propre accès à ces minerais. Là où nous prenons nos distances, c'est sur la deuxième partie de son propos, la plus lourde. Car Jason Stearns écarte l'option d'une défaite militaire imposée au Rwanda. La solution idéale, reconnaît-il, serait une pression sur Kigali qui obtienne son retrait, comme en 2013. Mais ce scénario, dit-il, n'est plus d'actualité. Il faudrait, selon lui, une solution politique, un compromis avec le M23, et même, ce sont ses mots, donner quelque chose au leadership du mouvement. Voilà où nous ne le suivons pas et où nous parlons au nom de ce que vit ce pays. Rappelons d'où vient cette guerre. Il est documenté que la présence rwandaise dans l'Est vise d'abord nos ressources. Il est établi que le M23 n'est pas un accident isolé, mais le dernier maillon d'une chaîne de rébellion qui traverse notre Est depuis 1996, du FCD au CNDP, du CNDP au M23. 30 ans que la même mécanique se rejoue, et à chaque fois on nous propose la même issue. Une table, un brassage, une amnistie, une intégration dans l'armée. Joseph Kabila a connu ces dialogues, ces amnisties, ce mixage de Goma en 2008, dont est sorti quelques mois plus tard le M23. Donner quelque chose au leadership armé
Nous l'avons déjà fait. Écoutons donc le discours des partenaires avec les verbes qu'il faut. Les États-Unis affirment vouloir la paix, mais leur négociateur lui-même, le secrétaire d'État Marco Rubio, a fixé le 4 juin devant la Chambre des représentants une échéance de mi-juillet pour un retrait effectif et vérifiable des troupes rwandaises. Nous y sommes. Le milieu du mois, c'est maintenant. Et sur le terrain, les troupes ne sont pas parties. Ce que Washington a produit, c'est un accord d'abord économique, dont plusieurs analystes disent qu'il sert avant tout à contrer la Chine et à sécuriser des minerais en faisant de notre terre un champ de bataille entre grandes puissances. Et le double standard, il est là, dans les faits, pas dans les mots. La Turquie nous vend des armes, elle en vend aussi au Rwanda. Nous cherchons un appui israélien. Or, Israël est l'un des fournisseurs militaires de Kigali. La France dit ce qu'elle dit, mais des soldats français ont été interpellés par les FARDC aux côtés d'adversaires à Minembwe. Ceux qui se présentent comme nos aides sont pour plusieurs d'entre eux ceux-là même qui soutiennent la main qui nous frappe. Quand on additionne cela, une négociation qui laisse Kigali en place n'éteint pas la cause, elle la reporte. Alors, disons ce qui est. Pour cette nation, tant que rien ne change à la source, c'est-à-dire à Kigali, le cycle recommence. Et ce changement, il peut venir d'un régime différent à Kigali, il peut aussi venir d'une défaite militaire. On nous répète que le Rwanda est intouchable. Pourtant, au Rwanda aussi, des familles perdent leurs fils dans cette guerre. Stearns lui-même reconnaît que le M23 aurait perdu, je cite, des centaines, probablement des milliers de soldats à l'Est. Une force qui saigne à ce point n'est pas invincible. Elle est présentée comme telle. Le Rwanda paraît invincible, mais il ne l'a jamais été. Il suffit que tout ce qui le soutient se retire pour que cette façade s'effondre. Kigali tient debout parce qu'on le laisse tenir debout, pas parce qu'il tiendrait seul. Faut-il pour autant fermer toute porte politique? Non, et soyons honnêtes sur ce point. Écarter d'emblée toute solution négociée serait aussi aveugle que promettre une victoire facile. Personne ici ne sous-estime le coût humain d'une guerre longue, mais entre le compromis qui récompense l'agression et la fermeté qui vise la source, la nation a le droit de dire laquelle protège son avenir. La vérité de cette guerre ne se lit pas d'abord dans les publications de Washington. Elle se lit sur une carte, celle des villages où l'État n'entre plus, et sur celle, plus discrète, des cimetières que Kigali ne montre pas. Merci Solange. Retenons l'essentiel. 1 an après Washington, l'accord n'a ni fait partir les Rwandais, ni renversé la mainmise chinoise sur nos mines. Et le débat se déplace désormais sur une question brûlante. Faut-il négocier avec l'agresseur ou viser sa source? Ce que nous portons ici, c'est la voix de ceux qui paient la guerre, pas de ceux qui la commentent de loi. Et cette occupation, justement, elle ne se contente plus d'avancer. Elle s'installe, elle organise, elle gouverne. Nous l'évoquions il y a quelques jours. Un groupe d'experts documentait la mue politique de l'AFC M23, son administration parallèle, son ambition d'entité fédérale. Ce que nous entendons ce soir en est la suite. Et cette fois, elle sort de la bouche même du coordonnateur du mouvement. Brigitte, tu as écouté Corneille Nangaa parler à ses cadres. Que revendique-t-il? Bonsoir, la nation. Ce que revendique Corneille Nangaa devant les cadres de son organisation réunie en séance de travail dans le Sud Kivu tient en une phrase. L'espace qu'il occupe deviendrait, selon lui, un espace stabilisé. Il félicite ce qu'il nomme son armée révolutionnaire congolaise, sa jeune police en cours d'installation, service de renseignement. Il annonce une justice en préparation, une administration qui se met en place. Il présente Goma comme, ce sont ses mots, la ville la plus propre du pays. Et il fixe un cap, avancer, libérer, s'étendre vers le Katanga, la province orientale, le Kasaï. Ce discours, nous savons déjà le lire, parce que nous en avons établi la charpente à cette antenne. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies que nous développions il y a quelques jours décrivait déjà cette administration parallèle, la centralisation des recettes publiques, la prise en main de la Société nationale d'électricité et de la régie de distribution d'eau,
le remplacement de la Société nationale d'assurance par une structure privée, la découpe des zones occupées en 3 commandements. Ce que Nanga dit ce soir avec fierté, les experts l'avaient consigné comme un fait. Il confirme lui-même ce que l'ONU avait documenté. Et il y a plus troublant encore. Nanga se plaint d'une guerre économique qu'on lui imposerait, des banques fermées, des épargnes qu'il dit escroquer dans les zones qu'il tient. Retournons la phrase, car des faits l'exigent. Ce que nous avons établi ici même, c'est que la suspension des opérations bancaires officielles a laissé place à autre chose. Le même rapport onusien documente l'apparition à Goma et à Rubaya d'un prestataire financier non agréé, présenté comme une institution reconnue en République démocratique du Congo, proposant dépôts, comptes et transferts internationaux, alors qu'aucun agrément de la Banque centrale du Congo n'est vérifiable, et dont le site est hébergé sur un réseau rwandais, ouvert après la prise de Goma. Autrement dit, là où Nanga dénonce des banques fermées, un circuit financier de substitution s'est greffé, et il ne pointe pas vers Kinshasa. Il pointe vers Kigali. Sa plainte n'accuse pas le blocus. Elle décrit le dispositif. Situons ce fait dans notre propre mémoire. Depuis près de 3 décennies, l'Est de notre pays voit se succéder des mouvements armés qui finissent toujours par exiger une place à la table en échange des armes. Le RCD, au début des années 2000, administrait déjà des pans entiers de l'Est comme un pouvoir de fait. La méthode n'est pas neuve. Ce qui est neuf, c'est l'industrialisation du système. Et nous ne le découvrons pas ce soir. Dès le mois de juin, en retraçant le circuit du coltan de Rubaya, nous disions à cette antenne, chiffres à l'appui, que l'économie de l'occupation s'était structurée, que la contrebande discrète était devenue un trafic à ciel ouvert, avec ses taxes, ses comptes et ses coordonnateurs financiers. Nous posions déjà la question à l'État. Combien de temps laisse-t-on un adversaire lever l'impôt, distribuer le courant et ouvrir des banques sur un territoire qui reste en droit congolais? Le discours de Nanga est la réponse. On l'a laissé assez longtemps pour qu'il en parle aujourd'hui, non comme d'un projet, mais comme d'un acquis. Disons-le sans détour. Qu'un chef de rébellion tienne ce discours ne le rend pas vrai. Nous n'avons aucun moyen de vérifier la propreté vantée ni la justice promise. Mais ce que cette rhétorique prépare est clair. Un mouvement qui gouverne se négocie autrement qu'un mouvement qui pille. Il arrive à la table avec des territoires, des institutions de fait, une monnaie qui n'est plus la nôtre, une population qu'il dit servir. Et c'est l'écueil que nous pointions dans le dossier précédent. Une médiation qui rassemble ceux qui débattent d'un mandat et laisse dehors celui qui perçoit déjà l'impôt et hisse son drapeau, traite un symptôme et laisse la racine intacte. Mais il y a ce que Corneille Nanga ne dit pas, et c'est peut-être l'essentiel. Cette administration parallèle qu'il présente comme une gouvernance autonome, c'est Kigali qui en tire les dividendes. Les taxes prélevées, les minerais exportés, les circuits économiques détournés, tout converge vers le Rwanda, qui en récolte la part la plus lourde. Nanga gère la vitrine, Kigali encaisse. Et cette réalité n'est pas sans conséquences pour l'avenir. Le jour où cette guerre prendra fin, Kinshasa aura les arguments pour exiger un dédommagement financier à la hauteur du pillage, une facture qui pourrait peser durablement sur l'économie rwandaise. Mais une facture, aussi lourde soit-elle, ne se règle jamais sur le papier. Elle se règle sur le terrain. Le pouvoir de fait s'écrit ici en cérémonie de cadre et en communiqué de victoire. Le pouvoir de droit, celui de la République, se mesure à autre chose, à sa capacité de rentrer un jour dans chaque parcelle qu'il a perdue et d'y ramener sa banque, son courant, son impôt. Entre les deux, ce ne sont pas les discours qui trancheront, c'est le terrain. Un mouvement armé qui se rêve État, avec sa police, sa justice et jusqu'à sa banque, pendant que l'État réel doit trouver qu'il peut revenir. Nous alertions déjà sur cette économie de l'occupation. Ce soir, celui qui n'a bâti en parle à visage découvert. Et pendant que la guerre dessine ses frontières mouvantes, un autre ennemi, lui, ne connaît aucune ligne de front. Il avance dans les corps. Après plus de 2 mois d'épidémie,
Un seuil vient d'être franchi et il fait mal à dire. Selon les chiffres publiés mardi 7 juillet par l'Organisation mondiale de la santé, notre pays compte désormais 1561 cas confirmés, 506 décès, 254 guérisons. Plus de 10 000 personnes ayant été en contact avec des malades sont suivies. La barre des 500 morts est franchie. Nous la posons sans un adjectif de trop, parce que ces 500-là étaient des vivants il y a quelques semaines. La représentante de l'OMS en RDC, Anne Ancia, parle depuis Bunia. Elle refuse de dire que la situation se stabilise. Les centres de traitement, affirme-t-elle, sont arrivés à saturation et il manque des ambulances. Voilà le décor réel, derrière les communiqués rassurants. Mais dans ce décor, un signal compte. Un essai clinique a débuté le 2 juillet pour évaluer 2 traitements contre la souche Bundibugyo, l'anticorps monoclonal MBP 134 et l'antiviral Remdesivir. Plus de 1200 doses seraient déjà disponibles selon les Nations Unies. C'est la première fois dans cette épidémie qu'on tient une piste thérapeutique concrète contre une souche pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement homologué. Le dépistage aussi a bondi de 30 tests par jour à Kinshasa il y a peu à plus de 2000 analyses quotidiennes grâce à 10 laboratoires ouverts dans les provinces touchées. Le pouvoir, lui, se veut rassurant. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a annoncé mardi une nouvelle mission du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, en Ituri, pour évaluer la riposte. Il assure que les doléances des soignants sur le non-paiement des primes notamment ont été examinées après une réunion entre le gouverneur militaire de l'Ituri et l'incident manager. Il rappelle que les soins sont gratuits en Ituri et cite un taux de 253 personnes guéries, 81% dans la recherche des cas contacts, pour un objectif de 85. Notons l'écart, car il compte. Le gouvernement parle de 253 guéris, l'OMS en compte 254. Une unité d'écart, ce n'est rien. Mais que 2 sources officielles ne s'accordent pas aux malades près sur un décompte de vie et de mort, cela dit quelque chose de la difficulté à compter dans une région en guerre. Un signe encourageant tout de même. À Béni, au Nord Kivu, une 2e patiente a été déclarée guérie mardi et a quitté le centre de traitement après 12 jours de prise en charge, 1 semaine après un premier guéri. Les médecins insistent sur la même leçon. Consulter tôt sauve. Et la gratuité décrétée en Ituri n'a de sens que si le malade franchit la porte du centre avant que le virus ne l'emporte. Alors reconnaissons ce qui avance. Le dépistage monte, les traitements arrivent, les premiers guéris de Béni sortent. Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Mais une riposte ne se juge pas au nombre de ses annonces. Elle se juge à la vitesse à laquelle les moyens rejoignent la courbe. Le virus, lui, a déjà passé la barre des 500. La mission Kamba est annoncée pour les heures qui viennent. Ce sont ces heures-là, et non les communiqués, qui diront si les primes promettent et les ambulances manquantes arrivent avant le prochain palier. Nous arrivons au dernier virage de cette édition, avant de refermer 2 dossiers qui touchent directement à ce que l'État fait de notre argent et de nos ressources. Parce qu'un journal qui parle de souveraineté ne peut pas s'arrêter au fusil. La souveraineté se joue aussi dans un budget et dans une forêt. Commençons par les comptes de la nation. Ce mardi 7 juillet, le vice-premier ministre au budget, Adolphe Muzito, a présenté devant le Sénat le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2026. Le collectif est arrêté en équilibre à 21,9 milliards de dollars, en baisse de 7,4% par rapport au budget initial de 22 milliards. La cause principale, une contraction de 42% des ressources extérieures que compense en partie une hausse de 6,9% des recettes propres de l'État. Le Sénat l'a déclaré recevable et l'a confié à sa commission économique et financière, l'ECOFIN, pour 4 jours d'examen. Ce que ce chiffre raconte, au-delà de la technique, c'est notre dépendance. Quand l'aide extérieure se rétracte de plus de 40% en un exercice et que le budget entier recule, la nation mesure à quel point sa santé financière dépend encore de décisions prises ailleurs. Le budget général tombe à 19,8 milliards. Le texte intègre une première tranche d'Eurobo de 650 millions de dollars pour des investissements.
et prévoit d'émettre pour 308 millions supplémentaires d'obligations du Trésor afin de couvrir le déficit. Autrement dit, l'État emprunte davantage pour tenir. Mousito cite des indicateurs favorables. Inflation maîtrisée autour de 3,5%. Franc congolais qui s'apprécie. Cuivre bien orienté. Ces points sont réels, ne les balayons pas. Mais un budget qui recule et s'adosse à la dette dans un pays en guerre à l'Est reste un budget sous tension. Des comptes de la nation à son patrimoine naturel, il n'y a qu'un pas, car les deux financent le même avenir. Lors d'un briefing consacré à l'environnement, la ministre de tutelle a détaillé le programme de couloir vert Kivu-Kinshasa, une aire protégée communautaire de 5400 km², présenté comme un projet reliant l'Est à l'Ouest par des routes, des ports et des barrages, tout en développant une économie dite verte. L'enjeu financier est réel. Le pays veut structurer son marché carbone souverain pour monétiser des forêts qui, selon une évaluation de la Banque mondiale, citée par la ministre, représenterait une valeur considérable. La RDC détiendrait 75% des tourbières du bassin du Congo, 4 fois plus efficace que la forêt pour capter le carbone. Retenons 2 choses pour la nation. D'abord, une annonce souveraine. La volonté de porter les crimes environnementaux commis dans l'Est au rang d'écocide imprescriptible et d'engager une action visant le Rwanda pour les dégâts causés au parc des Virunga. C'est une manière de dire que l'agression ne se paie pas seulement en vie, mais aussi en nature détruite. Ensuite, une prudence. Le marché carbone est une matière technique régulée à l'international. Et une partie de la société civile, plus de 70 organisations, selon un mémorandum cité au briefing, s'inquiètent d'une possible levée du moratoire sur les forêts. La ministre s'en défend. Aucune levée signée à ce jour, dit-elle. Nous le notons et nous le vérifierons quand le Code forestier arrivera à l'Assemblée. Un mot pour refermer ces brèves. On nous annonce que nos forêts et nos ressources vont enfin nourrir notre développement. La nation a déjà entendu cette promesse sur le pétrole, sur le cobalt, sur le cuivre. La vraie nouvelle ne sera pas le jour de l'annonce. Ce sera le jour où un habitant du couloir vert verra la couleur de cet argent dans sa vie. Voilà notre édition de ce mardi 8 juillet. 1 an après Washington, le front s'est figé, mais la guerre continue. Et le débat sur l'issue, retrait négocié ou fermeté contre la source, traverse désormais jusqu'aux experts. Un mouvement armé s'installe en pouvoir de fait au Sud Kivu, pendant que l'État doit prouver qu'il peut revenir. Et l'Ebola a franchi les 500 morts, au moment même où arrivent les premiers traitements. La pensée du jour ce soir, nous la formulons ainsi. Un pays ne perd pas seulement sa terre quand l'ennemi la prend. Il la perd une seconde fois quand on lui apprend à la juger imprenable. La force de l'occupant tient autant à ses armes qu'à notre certitude qu'il ne cédera jamais. À vous qui nous écoutez, ici et dans la diaspora, ne laissez personne décider à votre place de ce qui est possible pour cette nation. Regardez les faits, tous les faits, et tirez vos propres conclusions. C'est à cela que sert ce journal. C'était Imelda, les faits d'abord et toujours.